Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans notre nouveau studio chez Opaline pour ces commentaires que Patricia et moi allons faire sur les résultats annuels 2023. Vous voyez sur cette première diapositive notre document d'enregistrement universel 2023 qui est sorti sur Internet vendredi. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore consulté, nous vous invitons bien évidemment à le lire avec attention. Je rappelle que le chapitre numéro 1 est un résumé des points importants du document d'enregistrement universel et qu'ensuite vous avez au sein de ce document qui fait maintenant 200 pages beaucoup d'informations détaillées sur les activités du groupe et notamment une déclaration de performance extra-financière que je vous recommande, des comptes consolidés, les résolutions, les filiales, beaucoup de choses intéressantes dans ce document. Nous commençons traditionnellement en remerciant nos salariés pour leur implication, leur fidélité pendant cette année 2023. Nous voyons sur cette courbe que nous sommes maintenant quasiment 800 personnes dans le groupe Thermador. Nous voyons également que l'augmentation des effectifs ralentit en 2023. Il est probable que ce soit également le cas en 2024, puisque nos filiales s'adaptent finalement à l'activité qui, vous le savez, depuis maintenant quelques mois, ralentit. Je veux souligner ce soir deux indicateurs qui valent toute notre attention, particulièrement en 2023, mais donc en 2024 également. L'absentéisme qui augmente d'une manière générale chez les salariés en France, mais qui également a augmenté dans le groupe Thermador. Alors ça reste sur des niveaux qui sont acceptables, mais tout de même, nous allons porter une attention particulière sur ce sujet, ainsi que sur le nombre de jours consécutifs à des accidents du travail, des jours d'arrêt consécutifs à des accidents du travail, qui ont notoirement augmenté en 2023. Et là aussi, nous allons porter une attention particulière, un travail d'analyse et aussi un travail de prévention pour améliorer ces chiffres l'année prochaine. Je vous rappelle que 2024 sera l'année du questionnaire ou du baromètre de la qualité de vie et des conditions de travail, et donc qui sera organisé cette année avec des résultats qui seront partagés à la fois avec nos salariés, mais éventuellement avec nos actionnaires pour ceux qui le souhaitent. Et enfin, toujours qui concerne principalement ou très prioritairement les salariés, un projet d'attribution d'actions gratuites qu'on réévoquera tout à l'heure à la fin de ce webinaire. Alors les événements clés de l'année 2023, tout d'abord, une année assez chaotique en ce qui concerne le financement de la rénovation énergétique par cette enveloppe bien connue maintenant, MaPrimeRénov'. Vous le savez, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat a resserré le financement, s'est montrée beaucoup plus contrôlante, je dirais, sur ces financements, ce qui a eu pour répercussion une diminution de l'activité des acteurs de la rénovation énergétique en France et ce qui a, par voie de conséquence, impacté notre filiale Thermador, qui est particulièrement impliquée dans les accessoires de pompe à chaleur et les chauffe-eau solaires. Le marché de la piscine en baisse de l'ordre de 15%, c'est notre estimation, avec notre filiale Aello, qui a dans ce marché-là quand même tout de même bien résisté, puisque la baisse d'Aello est limitée à un peu moins de 6%. Un marché du logement neuf absolument catastrophique en 2023, avec une baisse très importante des permis de construire, une baisse également très importante des mises en chantier de l'ordre de 22%, ce qui a impacté directement nos filiales les plus exposées, PB Tube et Thermaco. Les prix ont continué à augmenter, nous avons continué à répercuter les hausses de prix auprès de nos clients et la moyenne calculée est de l'ordre de 5,9%. Et également une année marquante pour DPI, puisque c'était sa première année pour cette société que nous avons acquise fin octobre 2022, c'était sa première année complète au sein du groupe Thermador, avec de grosses difficultés sur le chiffre d'affaires, doublement pénalisé à la fois par les volumes et par les prix. Quand je parle de volume, c'est des marchés très importants qui avaient été pris en 2022 par DPI et non reconduits en 2023.
Et effectivement, quand je parle de baisse de prix, c'est consécutif à la baisse de la matière, polyéthylène et PVC par exemple. Pour autant, l'équipe DPI a réussi à conserver le niveau de rentabilité attendu, ce qui va nous conduire dans les jours qui viennent à verser le complément de prix qui était prévu au moment de l'acquisition de cette société. En résumé, en tableau résumé de notre lettre aux actionnaires que vous avez dû recevoir également, numéro 113, vous voyez, donc en très résumé, parce que vous savez, dans la lettre aux actionnaires, vous voyez en détail toutes les filiales. Donc là, nous avons fait 3 paquets. Le premier, les sociétés qui sont dans le canal grand public et qui ont enregistré une baisse à périmètre constant de 2%, ce qui est tout à fait raisonnable, 2,1 exactement, ce qui est tout à fait raisonnable compte tenu du contexte. Nos filiales historiques dans le canal professionnel qui ont limité la baisse à 0,8%. Donc hors des pays, nous sommes sur une baisse de 1,1%. Et si on rajoute des pays qui étaient en 2022 uniquement sur 2 mois et en 2023 sur une année complète, nous arrivons à une hausse de chiffre d'affaires de 4,9%. Une perspective sur 10 ans du chiffre d'affaires du groupe, donc avec les acquisitions bien évidemment. Vous voyez donc quand même sur 10 ans une bonne dynamique de croissance avec un résultat net que Patricia va détailler tout à l'heure, qui suit l'évolution du chiffre d'affaires. Et un regard trimestriel sur 5 ans qui vous montre à quel point les 3 derniers trimestres ont été négatifs et à quel point ils montrent également un retournement de tendance par rapport au dernier trimestre de 2022, au premier trimestre de 2023. Malheureusement, et ça on le dit maintenant depuis longtemps, enfin depuis le mois d'octobre, cette tendance va sans doute perdurer encore quelques mois et donc impacter le chiffre d'affaires du premier semestre 2024. Ce ne serait pas étonnant qu'à la fin du premier semestre 2024, le chiffre d'affaires soit en retrait. Voilà, on va basculer sur la rentabilité que Patricia va commenter. Donc, merci Guillaume. Concernant donc, la rentabilité 2023, donc elle est en fait en légère baisse, qui était escomptée puisque nous avons intégré donc, DPI en année pleine et le business model de DPI présente une rentabilité qui est un peu moindre. Voilà, un business model où DPI en fait, ne supporte pas le stock, n'a pas d'entrepôt et donc livraison directe usine, ce qui fait que le pourcentage de marge est plus faible. Donc nous avions anticipé effectivement donc, un certain effet dilutif de la part de l'intégration de DPI. Il n'empêche que le niveau de résultat reste quand même satisfaisant puisque nous sommes sur une rentabilité résultat net sur chiffre d'affaires à 10%. Si je reprends les éléments essentiels, on va commenter la marge commerciale. Donc on a un taux de marge commerciale qui est en fait à hauteur de 35%. Et donc là, c'est le reflet d'un rattrapage lié aux activités du grand public et qui en 2022 avait transféré en fait, les hausses de prix, une partie des hausses de prix à leurs clients, mais tardivement dans l'année. En 2023, finalement, ils en bénéficient en fait en année pleine, ce qui explique une bonne réalisation de nos filiales dans la GSB, sur la partie grand public, pour l'année 2023. Donc ça, c'est la partie taux de marge. L'effet ensuite, dans les autres faits marquants, nous avons le niveau de nos charges, puisque nos charges en fait en pourcentage du chiffre d'affaires augmentent. C'est en lien avec l'augmentation de nos charges de personnel, les charges de personnel qui, rappelons-le, c'est le premier poste de frais pour Thermador Group et ses filiales. Donc les salaires effectivement ont été revus à la hausse sur la partie fixe, en moyenne de 5% sur l'année, pour pouvoir en fait, défendre le pouvoir d'achat de nos salariés. Donc nous sommes à 5%. L'année dernière, en 2022, on était plutôt entre 4,5 et plutôt autour de 4,5. Donc on maintient. L'autre élément important, ça concerne nos frais de transport, puisque comme nous avons des baisses de volume,
de vente. Mécaniquement, nos frais de transport ont baissé et nous avons eu des négociations de frais de transport qui, à partir d'août, ont été favorables, d'où un effet positif au niveau des charges. Et l'autre élément, ça concerne les coûts de l'énergie, puisque nous avions communiqué fin 2022, dans les perspectives pour 2023, une hausse de nos coûts fixes d'énergie, puisque nous avions re-signé un contrat avec EDF pour l'année 2023. Donc c'était à peu près x4 au niveau des prix des tarifs faciaux. Nous avons donc réussi à baisser nos consommations d'énergie, mais pas suffisamment pour avoir finalement un impact de 1 million de charges supplémentaires sur notre compte de résultat 2023. Ensuite, dans les autres événements, ça concerne, si vous regardez donc, dans notre document d'enregistrement universel, c'est la page charge d'impôt. Donc on a un taux d'impôt où finalement on a un taux d'impôt qui est plus fort cette année, qui est à 26,9% contre 25% l'année passée. Cette augmentation est liée à la reprise, ou plutôt l'arrêt d'activation des déficits reportables sur notre filiale Accélère. Par mesure de prudence, nous avons décidé en fait d'arrêter cette activation et l'impact est une charge additionnelle de 600 000 € au niveau des impôts. Donc ça explique, si vous regardez, finalement notre résultat opérationnel il augmente entre 2022 et 2023, plus 1,6%, quand notre résultat net lui baisse de moins 1%, et l'impact c'est essentiellement cette charge d'impôt supplémentaire. Donc pour la diapositive suivante, donc ça ce sont nos deux indicateurs clés que nous suivons. Donc c'est le résultat opérationnel sur chiffre d'affaires et le retour sur capitaux employés. Donc le résultat opérationnel, on est à 13,7%, c'est un peu différent de la diapositive précédente, puisque là on est sur un chiffre d'affaires qui va de 2009 à 2023. Et nous avons utilisé en fait une base de chiffre d'affaires comparative, donc ce qui fait qu'on a un 13,7%. Et concernant le retour sur les capitaux employés, on est donc à 21,7%. L'impact positif donc, de notre rentabilité, de notre résultat, associé au fait que nous avons généré du cash en 2023 et l'impact de notre besoin en fonds de roulement qui, de par son évolution, a un impact négatif sur le retour sur capitaux employés. La diapositive suivante, excusez-moi. Donc ça concerne la structure financière. Dans notre structure financière, nous avons 4 indicateurs que nous suivons plus particulièrement, qui sont le stock, puisque nous sommes une société de distribution, donc ça fait partie de nos actifs importants. Donc nous sommes sur un montant qui en valeur a augmenté légèrement, puisqu'on est à 191,7 millions. Cependant, si on regarde la valeur de ce stock exprimé en nombre de jours d'achat consommés, nous avons légèrement baissé. Nous sommes à 187 jours contre 192 pour l'année 2022. Donc cela c'est en lien avec les efforts qui ont été faits par nos filiales pour réduire ou optimiser la valeur du stock. Ensuite, la trésorerie. Donc, en 2023, nous avons généré une trésorerie positive qui se totalise à 35,2 millions à fin décembre 2023. Donc, nous sommes en reconstitution de notre cash. Face à cela, nous avons une dette auprès des banques, puisque nous avons fait des emprunts bancaires pour financer nos acquisitions. Donc, on est sur un montant de 38,7. Donc, nous sommes sur des emprunts à taux fixe et donc sur des périodes de 5 à 7 ans. Et nous sommes en euros, donc pas d'effet devise. Et donc si on regarde la trésorerie moins finalement les emprunts et dettes, nous sommes sur une dette nette négative qui est de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Les capitaux propres continuent en fait d'augmenter, de se renforcer en lien avec notre résultat et une politique de distribution qui reste constante et qui ne baisse jamais. Et donc mécaniquement, nous poursuivons en fait cette évolution croissante de 2013 à 2023 sur les 10 dernières années. Donc, qui montre, en fait, illustre la solidité du groupe. Diapositive suivante, c'est la génération du cash. Donc je vais faire un petit peu, je vais vous présenter ce qui s'est passé cette année au niveau de la trésorerie.
Au niveau de la trésorerie, donc effectivement, nous avons en variation, nous avons généré plus de 18,3 millions d'euros de trésorerie en dégageant en fait une capacité d'autofinancement de 69 millions. Derrière, nous avons consommé du cash pour financer en fait notre besoin en fonds de roulement. Nous avons payé nos investissements, donc nous avons eu des investissements à hauteur de 8,4 millions, avec à peu près 50% liés à l'immobilier et le reste sur des investissements informatiques ou d'agencement ou également des agencements bureaux ou dans les entrepôts, avec des investissements sur les engins de manutention dans nos filiales. Tout cela nous a permis de dégager un cash flow libre à hauteur de 48 millions, qui a comparé aux moins de 9 millions de l'année dernière. Et l'année dernière, l'impact, c'était effectivement le fait que nous ayons souscrit un emprunt pour des pays et avec un effet négatif du coup sur le cash flow libre. Tout cela nous a permis de financer également le paiement des dividendes à hauteur de plus de 19 millions et de payer, en fait, de rembourser nos emprunts à hauteur de 8,3 millions. Donc vous avez plus d'éléments dans le DU, page 148, et vous avez une description de notre BFR qui doit être page 145 pour ceux qui veulent rentrer plus dans le détail. Merci Patricia. Je passe la parole donc à Guillaume. Je prends la qui parole. a hâte de parler de développement durable. Voilà, donc quelques éléments essentiels sur notre déclaration de performance extra-financière qui est extrêmement complète. Là encore, je vous invite à lire ce que nous écrivons à ce sujet, qui s'étoffe année après année. Donc, pour nous, les éléments essentiels, les voici. Tout d'abord, par rapport aux 19 indicateurs que nous mettons en avant maintenant depuis 2 ans, nous tenons, je dirais, nos objectifs, puisque nous avons des objectifs qui sont programmés 2025 et 2030. Nous avons une extrapolation année après année pour voir si nous sommes dans la bonne tendance. Et pour l'instant, nous sommes toujours dans la bonne tendance avec une moyenne d'atteinte de ces objectifs de 104,1%. C'est consultable, ces objectifs, sur ces 19 indicateurs à la page 73 du document d'enregistrement universel. 95% de notre empreinte carbone est la conséquence des produits que nous vendons. Donc nous insistons tous les ans sur ce sujet parce que forcément pour la réduction de notre impact carbone, ça a des impacts très importants. Il va falloir qu'on travaille main dans la main avec nos fournisseurs et ça va prendre du temps. Et tous les leviers sur lesquels on comptait agir ne sont pas forcément toujours aussi prometteurs que ce que nous comptions au départ. Par exemple, sur la matière première, évidemment, on va pousser nos fournisseurs à utiliser de plus en plus de la matière recyclée lorsque c'est possible. Nous nous rendons compte aujourd'hui, en échangeant avec nos fournisseurs sur ces sujets, que pour beaucoup d'entre eux, cette matière était déjà en grande partie recyclée. Donc, nous allons de plus en plus mesurer la part, et d'une manière précise, la part de la matière recyclée, et tout de même pousser à aller plus loin, mais ce n'est pas sans doute sur ce levier que nous aurons les principaux gains. Là où les principaux gains sont attendus, c'est sur l'énergie qui est utilisée par les usines de nos fournisseurs, évidemment avec priorisation à l'avenir sur des énergies vertes et non pas fossiles, et également sur les pays, impact des pays, ou en tout cas de la politique énergétique des pays dans lesquels ces usines fonctionnent, parce que c'est important pour eux d'avoir cette énergie disponible. Donc ce travail sera fait avec nos fournisseurs et, comme je le disais tout à l'heure, prendra du temps. Nous avons aussi démarré des travaux autour de l'éco-conception. C'est un levier, mais un levier très long terme. Le temps que nous générions des idées, que nous les transmettions ou que nos fournisseurs nous mettent au point effectivement de l'éco-conception et lancent les produits et impactent le niveau d'émissions de CO2 du groupe, de nombreuses années vont passer. Mais ça n'empêche pas qu'il faut démarrer ces travaux, c'est ce que nous faisons. Dans ce contexte et avec toutes ces informations, nous nous étions engagés l'année dernière à donner des chiffres concrets sur la réduction
de l'impact carbone du groupe. Et nous sommes arrivés collégialement, avec tous les dirigeants opérationnels du groupe, à proposer une réduction de 17% en intensité carbone entre 2022 et 2030 pour être précis. Et même si ce chiffre peut paraître humble ou petit pour certains, je peux vous dire que c'est quand même un sacré challenge à relever. Nous avons plus de 40% de nos fournisseurs qui seront assujettis à la nouvelle réglementation de reporting extra-financier, réglementation européenne, un an après nous, c'est-à-dire en 2026, pardon, et ce qui va nous aider à notre propre reporting. Donc ça, c'est un bon point. Nous avons, par souci de transparence avec vous, fait la somme de tout ce que nous avons dépensé en salaire et en prestations sur les sujets de développement durable en 2023. Il s'agit d'une somme d'environ 800 000 €. Et dernier point essentiel, ou avant-dernier pour ce sujet développement durable, je vous rappelle que dans le développement durable, nous avons également le pilier gouvernance. Donc nous avons pris la décision de proposer à l'Assemblée générale un projet d'action gratuite pour les salariés et les dirigeants. Nous en parlerons tout à l'heure. Dernier point, la nomination d'une administratrice référente qui sera là ou qui est là, puisqu'elle est déjà nommée, elle a été nommée au mois de décembre, comme contre-pouvoir au président directeur général. Elle a la possibilité de déclencher ou de convoquer un conseil d'administration hors exécutif, et elle a aussi la possibilité d'avoir une discussion en direct avec les investisseurs qui souhaitent aborder des sujets de gouvernance avec elle. Quelques mots sur les perspectives 2024. Donc on va démarrer sur une courbe qui présente les logements neufs et l'état des logements neufs aujourd'hui. Et vous allez voir que cette courbe est pour l'instant assez déprimante, mais il en faut plus pour nous déprimer, puisqu'on voit depuis quelques mois maintenant que les permis de construire arrêtent de baisser. Donc c'est sans doute et peut-être un signal qui nous dit que le point bas des mises en chantier sera atteint au cours du premier semestre 2024 et qu'on peut espérer une éclaircie sur ce marché début 2025, en tout cas sur la première partie de l'année 2025, mais pas avant. Ce qui veut dire que pour PB Tube et Thermacome, par exemple, l'année 2024 va rester une année extrêmement difficile en termes de chiffre d'affaires. Je le dis, je le redis, mais le groupe en chiffres consolidés n'est impacté que sur 10% de son activité chiffre d'affaires par rapport à cette activité logement neuf. Majoritairement, nous vendons des produits pour la maintenance et la rénovation. Deuxième point, MaPrimeRénov'. Alors vous savez que ça a été un sujet de préoccupation sur 2023, ça le reste pour 2024 puisque les pouvoirs publics ont choisi de réorganiser l'allocation des fonds par l'intermédiaire d'un nouvel acteur qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov'. Malheureusement, nous avons besoin de 4 ou 5 000 accompagnateurs Rénov' en France pour mener tous les travaux qui sont nécessaires. Et aux dernières nouvelles, nous n'en avons que 2000. Donc il est clair que cette mise en place de l'accompagnateur Rénov' prend du temps et qu'on ne peut pas espérer de redémarrage véritable de cette activité rénovation énergétique avant la deuxième partie de l'année 2024. Vous voyez ici quelques titres des échos de ce début d'année, où on voit que les grandes annonces de l'année dernière sont modérées par rapport à ce qu'elles étaient, puisque le ministre de l'économie dit on va dépenser moins, et le ministre de la transition écologique dit on ne fera pas 200 000 rénovations globales, puisqu'on aura moins de fonds. Cela étant, depuis que ces montants ont été annoncés l'année dernière, nous avons toujours tenu la position qui consistait à dire ces promesses n'engagent que les pouvoirs publics, parce que nous savons pertinemment qu'il sera impossible de dépenser 4 ou 5 milliards et impossible de faire 200 000 rénovations énergétiques. Donc finalement, ces annonces tonitruantes nous dérangent assez peu. Ce qu'on voudrait voir arriver rapidement, c'est l'organisation effective et réelle des accompagnateurs Rénov', et ce que nous attendons toujours.
Quelques données de marché qui nous viennent de nos clients en sanitaire chauffage. Donc, nous voyons sur cette diapositive, sur ce tableau, mois après mois, depuis 2 ans, si l'activité de nos grands clients sanitaire chauffage est positive ou négative. Vous voyez que l'année 2023, on a commencé à voir apparaître des mois négatifs. Et vous voyez que sur ce début d'année, on est dans la continuation du mauvais mois de décembre. Contexte et tendance qui risquent de perdurer encore quelques temps. Un point sur l'activité qui nous est remontée par INOA, qui est un syndicat professionnel qui regroupe tous les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage. Là aussi, nous voyons que depuis quelques mois, la tendance est négative. Et malheureusement, ce qu'on anticipe sur les premiers mois de l'année prochaine, enfin cette année, puisqu'on y est déjà, c'est que cette tendance restera négative encore quelques temps. Donc ça se voit aussi non seulement au niveau des ventes, mais également au niveau de la fréquentation des magasins. Sur l'industrie, un indicateur qui date du mois de janvier et qui montre qu'en France, cet indicateur reste en dessous de 50%. C'est un indicateur qui traduit l'activité manufacturière et donc qui est directement lié pour nous à notre activité robinetterie industrielle. Donc en France, la situation reste extrêmement basse et très faible. En Europe, nous voyons depuis maintenant 2 mois un semblant de redémarrage, donc ce qui peut être porteur d'espoir pour notre filiale Safeco qui vend de la robinetterie industrielle en Europe, mais également pour notre société belge Sodeco qui vend ces produits-là principalement aux Pays-Bas et principalement en Belgique et également aux Pays-Bas. Ce qui est positif, c'est que sur février, on voit une amélioration sur la France quand même. Donc ça, c'est les derniers chiffres qu'on a eus cet après-midi. Sur l'indice PMI. Sur l'indice PMI, tout à fait. Voilà, quelques mots sur le cycle de l'eau. Ça reste pour nous un marché extrêmement prometteur, puisque certaines de nos filiales sont très impliquées dans ce marché. DPI, canalisation, Sferaco, de la robinetterie, des raccords, mais également Jetly pour ces systèmes de pompage et de récupération d'eau, de cuves. Et tous ces sujets-là sont vraiment à l'ordre du jour. Alors vous savez que les pouvoirs publics ont annoncé des grandes mesures, 53 mesures pour sauvegarder l'eau en France. Nous suivons ça de très près, de manière à être en capacité d'honorer les demandes du marché et d'être conforme à la réglementation de demain. L'international reste pour nous, à moyen et long terme, un vecteur de croissance. Et notre filiale Safeco, qui vend majoritairement de la robinetterie industrielle ou de la robinetterie pour le génie climatique en Europe, a des projets de croissance à l'international cette année. Les prix, nous anticipons, et c'est une estimation tout à fait personnelle des hausses de prix, parce que c'est un calcul à multiples variables. Nous anticipons une hausse de prix moyenne sur 2024 de l'ordre de 3%. Ce sera sans doute inférieur, en tout cas inférieur aux hausses de prix que nous avons enregistrées depuis maintenant 2 ans. Je rappelle qu'on a terminé l'année 2023 avec une hausse moyenne répercutée aux clients de 5,9%. Tu nous parles de la répartition du capital ? Oui, en fait, nous voulions faire un petit point sur la répartition. Donc déjà, souligner le fait que nous avons dépassé les 10 000 actionnaires, non pas actionnaires individuels, mais actionnaires au total. Donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Nous avons plus de 3 000 actionnaires qui nous ont rejoints en fait en 2023 et qui nous ont fait confiance. Donc nous les accueillons chaleureusement. Dans la structure de notre capital, ce qui a relativement en fait évolué, c'est en fait l'entrée en fait d'un investisseur institutionnel anglophone, donc qui a à la fois des fonds aux États-Unis et en Angleterre, et qui est passé, qui s'appelle Fidelity, et qui a franchi le seuil des 5% le 6 décembre 2023. Donc ça porte finalement à 3 actionnaires institutionnels, ça porte le nombre à 3 actionnaires institutionnels qui dépassent le seuil des 5%, puisque nous avons donc le Multi Family Office Rentrop, qui donc notre actionnaire allemand,
qui est là depuis 2009 et qui détient 9% de notre capital. Nous avons également Crédit Mutuel Equity avec 6,9%. Et donc maintenant Fidelity qui est à 5,04%. L'autre élément à souligner, c'est la part des investisseurs institutionnels étrangers. Donc nous sommes passés de 26% à 28% en 2023. Donc ça, c'est une photographie que nous avons au 30 novembre et nous avons intégré la variation sur Fidelity puisque nous avions un franchissement de seuil. Donc ça, c'est pour la partie sur le capital. Sur la partie donc, détenue par nos salariés, nous sommes à 6,7% en légère baisse par rapport à l'année dernière. Nous avons regardé les différents actionnaires qui ont baissé, en fait ils ont plus baissé leur part détenue qui nous ont quittés. Donc voilà, donc c'est des gestions de patrimoine qui sont complètement compréhensibles. Cela étant, ça va à l'inverse de ce qu'on veut faire et ça explique aussi pourquoi on a souhaité proposer cette opération d'action gratuite, puisque, je vous le rappelle, dans nos objectifs de développement durable, on souhaite mener nos salariés et salariés retraités, plus qui ont également un FCPE, hein, donc ce paquet-là d'actionnaires, on souhaite les emmener jusqu'à 8,5% du capital, et aujourd'hui, on n'y est pas, et donc il va falloir faire des efforts supplémentaires. On en reparle on en reparle un peu plus tard. Ouais. Donc après, on va vous présenter donc, dans la diapositive qui suit donc, les résolutions qui vont être proposées au vote de notre Assemblée Générale, qui se tiendra donc, le 2 avril à 17h au Musée des Confluences. Donc nous vous attendons nombreux. Donc, je pense que Nicolas et Adrien ont mis la photo derrière. Voilà. Donc cette Assemblée Générale, c'est une Assemblée Générale mixte, donc ça veut dire que nous avons à la fois des résolutions ordinaires et des résolutions extraordinaires. Parmi les résolutions, on va dire habituelles, nous avons donc la distribution de dividendes. Donc nous proposons pour 2020, au vote de l'Assemblée Générale, un dividende à 2,08, donc au titre des résultats 2023, et ça représente 32,8% de taux de redistribution. Donc ça concerne le dividende. Ensuite, nous avons des évolutions sur les mandats de nos administrateurs. Guillaume, tu veux nous en parler ? Oui, donc d'abord, je voudrais remercier les administrateurs, dirigeants opérationnels qui nous ont accompagnés pendant 2 ans. Vous savez que dans le groupe Thermador, nous avons la tradition d'accueillir au sein du conseil d'administration des dirigeants de filiales, donc forcément très opérationnels, de manière à ce que le conseil d'administration garde bien les pieds sur terre. Donc, après ce passage de 2 ans, merci à Philippe Bory, merci à Jérôme Chabaudy pour leur présence, leurs travaux avec nous au conseil d'administration. Nous proposons de remplacer ces 2 administrateurs par une formule un petit peu différente, toujours 2 personnes, Franck Bourgois, dirigeant de Jetly, et Peter Wartel, dirigeant de Sodeco, mais qui vont se répartir sur 2 ans, entre guillemets, un seul siège, hein, puisque Franck Bourgois sera administrateur, si vous le voulez bien, à partir d'avril 2024 pour 1 an. Et Peter Wartel sera administrateur 1 an à partir d'avril 2025, mais tous les 2 présents pendant 2 ans. Donc, quel est le but de cette opération? C'est de donner aux administrateurs indépendants une majorité potentiellement des pouvoirs de vote avec 5 sièges. Les administrateurs non libres d'intérêt détiendront 4 sièges et les administrateurs salariés 2 sièges. Donc ça fera 11 administrateurs alors qu'aujourd'hui nous sommes 12. Et ça va dans le sens de ce que nous demandent les investisseurs institutionnels, une garantie d'indépendance du conseil d'administration. Dans les autres résolutions, nous avons le rajout d'une résolution qui concerne la rémunération de Lionel Monroe. Donc Lionel Monroe occupe le poste de directeur général délégué de Thermador Group, mais également le poste de directeur général de notre filiale Safeco à l'international. Donc nous avions rajouté dans les résolutions de 2023, donc l'année dernière, nous avions rajouté une résolution concernant l'autorisation de la rémunération au titre de l'année sur la partie rémunération fixe en lien avec le mandat de directeur général délégué de Thermador Group pour Lionel.
Et cette année, nous sommes allés plus loin, dans plus de transparence sur notre politique de rémunération. Donc pour Guillaume et moi-même, nous avons de la page 40 à 47 tous les détails en fait, qui vous permet de voir la décomposition de nos rémunérations à la fois fixes et variables et les objectifs, enfin les cibles et les objectifs qui nous sont fixés, qui sont autant en lien avec notre performance économique qu'avec notre performance sur la partie développement durable. Et donc pour Lionel, nous avons également retranscrit la méthode en fait, d'estimation, enfin la méthode de calcul, et donc ça vous permet d'estimer en fonction des évolutions sur 2024 le variable qu'il pourrait percevoir. Donc ce variable, il est rattaché à sa mission de directeur général de Safeco. Voilà, donc ça rajoute une résolution supplémentaire. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui nous a été demandé par les investisseurs institutionnels et qui nous a valu l'année dernière, lors de l'Assemblée générale, un vote de la résolution concernant la rémunération de Lionel à seulement 90%. Et donc, on pense donner satisfaction aux investisseurs institutionnels qui souhaitaient plus de détails, et nous verrons le résultat des votes cette année. Le plus de détails, c'est essentiellement pour pouvoir extrapoler l'évolution de la rémunération. Il n'y a pas, en fait, nous sommes complètement transparents sur nos rémunérations, et vous voyez le ratio d'équité qui vous permet de voir, en fait, de challenger nos rémunérations. Mais c'est essentiellement par rapport à la transparence et par rapport à l'extrapolation. C'est en fonction des résultats comment va évoluer notre rémunération. Donc, concernant les deux autres résolutions qui sont un petit peu longues, vous le verrez dans le DU, donc page 193, vous avez deux résolutions qui concernent un plan de distribution d'actions gratuites. Donc ça, c'est en fait deux résolutions qu'on vous proposera chaque année. Donc une pour les salariés et une pour les mandataires sociaux. Concernant les salariés, donc nous sommes sur un plan de distribution d'actions gratuites avec des conditions qui sont, la première condition, c'est en fait une condition d'ancienneté. Donc les salariés qui en fait seront là au bout de 3 ans pourront percevoir 50% du montant des actions. Et ensuite, l'autre condition concerne l'atteinte de nos objectifs en matière de développement durable. À partir du moment où on atteint ces objectifs, les salariés en fait bénéficieront d'un autre 50%. Le montant du capital est plafonné puisqu'on est sur 0,6% du capital. Voilà, et donc ça c'est une résolution qu'on propose pour cette année. Concernant les mandataires sociaux, donc là on est sur un montant du capital qui est à 0,06%. Nous avons mentionné le montant maximum d'actions gratuites qui pourrait être alloué à nos mandataires sociaux, c'est 350, sur 350 actions. Et l'autre point, ça concerne le périmètre, c'est-à-dire que tous les mandataires sociaux ne sont pas concernés. Ceux qui ont déjà bénéficié du plan d'action gratuite 2010-2020, qui est présenté dans notre... vous avez l'identification des mandataires qui en ont bénéficié, ne bénéficieront pas de ce plan d'action gratuite. Donc nous avons nous sommes laissés la capacité à soit racheter nos propres actions, soit à faire une augmentation de capital. Donc ça, c'est un arbitrage, mais je pense qu'on a une question là-dessus, donc on y répondra plus en détail. Bon, on peut y répondre maintenant, Patricia, oui. Comme ça, ce sera, okay. C'est dans la foulée. Donc sur cet arbitrage achat des actions sur le marché ou création de titres, très clairement, on souhaite plutôt acheter des titres sur le marché. Voilà, ce sera notre priorité et notre façon de faire prioritaire, parce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment, diluer les autres actionnaires. Donc, si c'est possible et si le contexte le permet, nous ferons ces achats d'actions sur le marché, et en confiant un mandat à une société spécialisée pour le faire en toute indépendance. Après, l'autre partie de la question concerne les coûts. Évidemment, ces opérations ont un coût qui se monte en charge sociale. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. En fait, vous avez le coût des actions qui, en fait, c'est essentiellement lié aux IFRS, parce qu'on arrête nos comptes selon les IFRS, et vous avez une estimation de l'avantage qui va être...
qui va être donné en fait à nos salariés. Donc forcément, vous avez une rémunération et qu'on répartit sur le nombre d'années. Donc là, on a au moins 3 ans sur lesquels on va répartir cette charge et on la calculera en fonction de la valeur de l'action. Ce qui fait qu'on ne peut pas donner d'estimation parce que ça dépend en fait à quelle valeur nous achèterons les actions ou en fait nous augmenterons le capital. Enfin voilà, cette charge est difficile à déterminer actuellement. Mais en tout cas, votre question souligne le fait qu'il faut qu'on soit effectivement vis-à-vis des actionnaires extrêmement transparents sur l'opération et qu'on vous dise, en tout cas quand on aura les informations, le coût exact. Alors je rappelle tout de même l'intérêt de cette opération, c'est d'une part remercier les salariés qui nous ont assuré leur fidélité depuis de nombreuses années. Vous savez que ça fait partie des enjeux majeurs de développement durable, ça fait partie des enjeux majeurs sociaux du groupe Thermador, d'augmenter ou en tout cas de conserver l'ancienneté moyenne des salariés, d'avoir des salariés motivés, expérimentés. Donc remercier et surtout, autrement, inciter les salariés à rester fidèles au groupe et embarquer les jeunes générations avec nous pour des périodes longues, ce qui est extrêmement productif pour l'entreprise et donc pour l'actionnaire. Donc je dirais qu'il faut aussi voir tout le bénéfice qu'on tire de la fidélité des salariés, de l'implication des salariés dans le capital. Et voilà, on peut continuer sur les... Moi, je voulais quand même juste rappeler, parce que concernant notre Assemblée Générale, donc vous pouvez forcément être présent et ça nous fera plaisir de vous accueillir. Si vous ne pouvez pas être présent, pour rappel, en fait, l'Assemblée Générale, elle sera en live. Et donc vous pouvez en fait la visionner. Nous poser des questions, puisque ça c'est ce que nous avons mis en place l'année dernière, et même l'année d'avant, je crois. Mais en plus, vous pouvez voter via la plateforme Vote Access, qui sera ouverte à partir du 18 mars. Donc je profite d'avoir une certaine audience auprès de nos actionnaires pour le rappeler, puisque ça fait partie de nos indicateurs, une forte participation de nos actionnaires au vote et donc à l'Assemblée. Tu fais bien, Patricia, parce qu'on a tous des droits et des devoirs. Nous, on a effectivement le devoir de bien travailler, de vous amener des résultats et surtout également d'être transparent et de vous donner une bonne information. Le devoir des actionnaires, à un moment donné, c'est également de voter. Nous avons atteint l'année dernière un taux supérieur à 76% de mémoire. Je souhaiterais quand même qu'on continue à progresser dans ces taux de participation. Vous avez aujourd'hui à votre disposition tous les outils pour le faire d'une manière facile. Je vous en prie, comme le disait Patricia, saisissez-vous de ces outils et votez, même si vous n'avez que 2 titres ou 3 titres ou 10, peu importe. C'est un devoir, je dirais, citoyen. Donc, il y a une question sur le moyen de paiement du complément de prix de DPI, c'est ça? Peut-être qu'on va terminer la présentation. Oui. Je termine et effectivement, on répondra par la question après. Donc, on vous donne là une vision très long terme du parcours du titre Thermador et du dividende versé, qui, vous le voyez, depuis l'introduction en bourse, enfin là, on n'est pas jusqu'à 87, mais je peux vous le dire, depuis l'introduction en bourse, n'a jamais baissé, ce qui est assez remarquable. Et puis, sur la diapositive suivante, vous voyez une courbe qui est en direct sur notre site internet, sur la page d'accueil. Il suffit de faire défiler un petit peu du bas vers le haut notre page d'accueil et vous voyez arriver cette courbe que vous pouvez faire varier sur 5 ou 10 ans. Et vous voyez la performance du titre Thermador dividende réinvesti comparativement au CAC 40. Performance qui, vous le voyez sur l'écran, est tout à fait honorable. Voilà, on en a fini pour cette présentation et donc Patricia va tout de suite répondre à la question qui était posée concernant le complément de prix sur DPI. Donc, le complément de prix, nous avons décidé de le payer en fait sur fonds propres et de ne pas souscrire en fait un emprunt additionnel. Voilà, c'est un arbitrage entre les taux de placement et les taux fixes. Et donc on est sur un montant de plus de 5 millions, 5 millions 160 pour être exact. Donc voilà, donc on a tranché sur le paiement sur fonds propres. Alors, sauf erreur de ma part, nous n'avons plus de questions sur le chat. Ce qui est quand même assez étonnant parce que vous êtes nombreux à nous écouter. On a actuellement 53 personnes en ligne. Donc nous sommes, Patricia et moi, disponibles jusqu'à 19 h pour répondre à vos questions.
Saisissez-vous de cet instant pour éventuellement transmettre vos éléments. Et c'est avec plaisir qu'on répondra en direct. Alors vous savez que vos questions, il faut les poser sur le chat et non pas... pardon, il faut les poser sur l'espace questions et non pas sur l'espace chat. Alors, Paul qui est actif ce soir, merci Paul pour vos questions. Comment voyez-vous votre activité en ce début d'année? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les prévisions que nous avions fin d'année dernière se révèlent exactes. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur ce début d'année 2024. On est sur une tendance de baisse de chiffre d'affaires, même si ce n'est pas une baisse catastrophique. On était habitué depuis la crise du Covid à des hausses de chiffre d'affaires trimestre après trimestre. Là, la tendance que l'on voyait sur la courbe trimestrielle que je vous montrais tout à l'heure perdure et risque de perdurer encore quelques mois. Je reste dans l'idée que le premier semestre enregistrera sans doute une baisse de chiffre d'affaires avec pour nous la volonté de reconquérir le terrain perdu sur la deuxième partie d'année pour espérer terminer une année 2024 sur un chiffre d'affaires à peu près similaire à l'année dernière. Nous avons une question concernant les croissances externes hors de France. C'est vrai que c'est donc dans notre stratégie, nous indiquons donc page 10 et 11 de notre DU notre volonté de nous développer à l'international, puisque la part de l'international est de l'ordre de 16,7% en 2023. Nous avions toujours communiqué sur le fait d'arriver à un équilibre entre la France et le chiffre à l'export. Et c'est vrai que cet équilibre s'est un peu éloigné avec des très bonnes performances du côté de la France, des filiales en France. Donc sur la partie en fait, stratégie à l'international, nous avons une recherche sur des cibles plutôt en Europe et plutôt sur la robinetterie en fait, industrielle. Nous n'avons pas de dossier actif maintenant. Voilà, nous avons pris des contacts et pour l'instant, il n'y a rien de très avancé ou de très probant. Je vois une question qui s'est perdue dans le chat. Peut-on venir accompagner à l'Assemblée Générale? Si vous êtes mari et femme ou en tout cas marié, vous pouvez venir avec votre conjoint. Si vous souhaitez donner une éducation financière à votre enfant, vous pouvez le faire également. Ça aura le mérite d'amener de la jeunesse dans cette Assemblée Générale. Simplement, ne venez pas avec un quart de 50 personnes, parce que si tout le monde fait ça, on risque de se retrouver beaucoup. Et je vous remercie, Patricia également, de nous signaler le nombre de présents de manière à ce qu'on puisse bien s'organiser. C'est ce qu'on fait en fait chaque année. Si vous êtes actionnaire au porteur et même au nominatif, on vous demande en fait de nous confirmer le nombre de participants, parce que c'est vrai qu'on essaye d'avoir l'organisation en fonction du nombre de présents. Il y avait une autre question sur notre réunion donc des actionnaires à Paris. Donc elle est proposée le 4 avril au Salon Hoche. Donc ça c'est un lieu que nous avons coutume d'utiliser. Et donc de mémoire, je crois que c'est 15 h l'heure. 15 ou 16 h, à vérifier. À vérifier, oui. Alors, à quel point êtes-vous surpris par l'ampleur de la baisse de revenus chez DPI en 2023? Pouvez-vous donner l'effet prix et volume? Est-ce que les contrats non reconduits sur 2023 étaient prévus? Non, très clairement, on n'avait pas prévu une baisse de chiffre d'affaires aussi forte. Est-ce qu'on a été surpris? Si on ne l'avait pas prévu, forcément surpris, oui. Alors, la part qui est due à la baisse de prix et la part qui est due au volume, on sait que les baisses de prix, vous savez, c'est toujours très compliqué à calculer puisqu'il s'agit de calculer des moyennes, mais on est arrivé sur certains produits sur des baisses allant jusqu'à 25% dans certains cas. Ce qui fait que la baisse de prix a eu, de mon point de vue, un impact majoritaire sur cette baisse de chiffre d'affaires des pays. Donc voilà, on n'est jamais très content de perdre de l'activité. Je pense que la société des pays et ses salariés, qui sont des commerçants dans l'âme, sont quand même bien déterminés déjà à stabiliser le chiffre 2023 et à reconquérir des parts de marché
en 2024. Bon, ce qu'on peut quand même rajouter, c'est que ils ont gagné en fait ils ont ouvert des nouveaux comptes clients. Donc ça, c'est aussi important. Et le fait qu'ils aient réussi à préserver une marge opérationnelle, c'est aussi parce qu'ils ont travaillé ce mix avec peut-être des petits clients avec une marge en fait additionnelle, enfin supplémentaire ou plus forte que les gros contrats. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le mentionner. Et après, en 2022, ils avaient fait un fort chiffre d'affaires à hauteur de 62 millions. Et dedans, en fait, il y avait des contrats avec RTE notamment qui étaient significatifs, mais avec des taux de marge qui étaient très très bas. Et ça, c'est des marchés qui se renouvellent tous les 2 ans, voire 3 ans. Donc maintenant, on attend de voir quand est-ce que sera le prochain et voir comment EDPI peut se positionner. On a la question de l'évolution de la part de marché de Thermador par rapport à ses concurrents. Donc, quand on parle du groupe Thermador, c'est 18 sociétés commerciales, 70 000 articles, des milliers de clients. C'est toujours difficile de donner une part de marché moyenne qui ne voudrait pas dire grand-chose. Ce qu'on répond à cette question, c'est qu'on a des parts de marché qui oscillent entre 1% sur les produits qu'on vient de lancer et sur des produits sur lesquels nous sommes depuis plusieurs dizaines d'années, sans doute en France, 30-35% de parts de marché. La question va dans l'évolution des parts de marché. Nous, notre expérience de cette évolution de parts de marché, elle est liée aussi à des périodes de crise. C'est-à-dire que dans les périodes difficiles où les marchés sont tendus, peut-être les stocks également tendus, nous avons tendance à clairement gagner des parts de marché. C'est ce qui s'est passé à la sortie de cette crise du Covid et ce qui peut éventuellement se passer en 2024. Alors, ça ne se voit pas forcément sur les chiffres, mais on a une capacité de résistance dans ces circonstances parce que nos équipes sont stables, en tout cas plus stables que la moyenne, et nos stocks sont meilleurs que ceux de nos concurrents, ce qui nous permet, dans des périodes difficiles comme ça, de développer nos parts de marché. Donc après, on a une question au niveau de vos marges et de votre retour sur vos capitaux employés pour 2024. Projetez-vous une stabilité par rapport à 2023 et quelle est la tendance actuelle sur les salaires? Les salaires, donc nous avons communiqué donc sur 2023, on est sur une hausse de 5% sur les salaires fixes. Et sur cette année 2024, on est plutôt sur un 3,5%. C'est ce qui en fait, c'est ce qui se dessine dans nos filiales. Après, pour rappel, nos filiales en fait maîtrisent la partie ressources humaines et définissent leur politique de rémunération. Donc en fait, on va voir l'évolution. Après, ce qui est important, effectivement, c'est de toujours suivre en fait l'inflation. Donc ça, c'est ce qu'on suit de façon particulière. Et concernant le ROCE, il y a plusieurs éléments dans le ROCE. Il y a à la fois la rentabilité, le résultat qu'on va dégager, notre gestion de la trésorerie, plus en fait l'évolution de notre BFR. Donc ça fait 3 éléments qui sont quand même relativement impactants et qui font que dans ce qu'on a vu constaté sur 2023, finalement notre impact sur le BFR, notre BFR a augmenté plus fortement alors qu'on pensait que meilleure gestion des stocks, des règlements clients qui stabilisent, ce qui en fait ce qui a fait que le besoin en fonds de roulement a augmenté, c'est qu'on a une saisonnalité des achats qui est un petit peu en fait qui s'est étiolée sur la fin du deuxième semestre 2023, et ce qui fait qu'on a on a des dettes fournisseurs qui sont plus faibles que ce qu'on escomptait à fin décembre 2023. Donc là, sur cette partie-là, ça va dépendre. Ouais. Voilà, c'est pour compliqué, répondre quand même à la question qui est est-ce que vous anticipez oui, on fait l'exercice, mais on garde nos estimations en interne. Vous savez qu'on fait partie des sociétés qui ne donnent pas de guidance chiffrée au marché pour éviter de devoir se justifier sur les écarts sans arrêt. Cela étant, on n'envisage pas sur l'année 2024 de hausse de ces indicateurs qui sont déjà, de notre point de vue, à un niveau tout à fait respectable dans la distribution. Et on compte sur nos équipes et sur la forte délégation qu'on donne à nos filiales pour défendre leur position. C'est la méthode utilisée dans le groupe Thermador pour sauvegarder sa rentabilité. Mais ça ne fait pas partie de nos objectifs à proprement parler. Nos objectifs à proprement parler,
sont de bien travailler efficacement, et ce qui fait qu'à la fin, nous en tirons les bénéfices. Alors, sur les salaires, je souhaiterais aussi vous donner une indication. Tous les ans, dans le document d'enregistrement universel, vous voyez apparaître l'augmentation de la rémunération fixe des dirigeants du groupe. Ça donne aussi le ton sur la rémunération fixe des salariés. C'était vrai l'année dernière, c'est vrai cette année. J'avais une autre question concernant les acquisitions de début d'année. Est-ce qu'elles sont conclues? Donc, je pense que ça concerne essentiellement Compteur Énergie. Donc, nous sommes en cours en fait, sur les audits financiers et autres, parce qu'il n'y a pas qu'une catégorie d'audit. Donc, nous sommes en cours pour l'instant. Et comme nous l'avons indiqué dans nos lettres aux actionnaires, notre objectif, c'est de finaliser ça sur le premier semestre 2024. Je crois qu'on avait dit premier trimestre. Ah non, on a dit premier semestre. Donc on y travaille. Nos auditeurs y travaillent. Et nos conseillers fiscalistes et juristes y travaillent. Est-ce que vous percevez une bonification d'intérêt sur certains de vos prêts et si vous atteignez vos objectifs ESG chaque année? Non, très concrètement. On ne l'a pas activé parce on avait négocié des bons taux et on n'est pas allé chercher la bonification. On a eu des propositions, on a regardé du financement vert, mais quelque part, quand on a commencé à regarder du financement vert, on s'est rendu compte que les critères n'étaient pas suffisamment bien déterminés pour qu'on puisse en fait dire on a un financement vert, on peut être bonifié, donc on y gagnera. Donc pour l'instant, on n'en a pas bénéficié. Alors les derniers emprunts que nous avons souscrits datent de l'acquisition de DPI 2022. Autant vous dire qu'on était encore sur des taux d'intérêt extrêmement favorables et compétitifs. Mais on va se reposer la question parce que si on doit réemprunter de l'argent, vu les taux ne seront pas aussi favorables. Donc ça ouvrira à des négociations. Mais tu as des projets d'emprunt, Patricia? Non. Mais moi, je demande toujours le coût. On ne sait jamais. 18h57, vous êtes toujours 47 en ligne, hein, donc merci pour votre fidélité. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions à nous poser? Et nous allons nous efforcer d'y répondre avec plaisir. Non? Eh bien, écoutez, on ne va pas rester en ligne pour le plaisir de mobiliser de la bande passante. On va vous remercier pour votre présence. Réitérer notre invitation à l'Assemblée Générale, notre invitation pour ceux qui ne pourront pas venir physiquement à y participer via le webinaire qui est organisé en live et à voter en même temps. Il y a une dernière question. Ah, il y a une dernière question, vas-y. La société Compteur Énergie est-elle alignée sur les marges du groupe? Alors, cette question, en fait, je vais y répondre différemment. L'indicateur qui aujourd'hui est l'indicateur clé financier pour le groupe Thermador, c'est le retour sur les capitaux employés. C'est un indicateur qui est certes un petit peu plus complexe, mais qui couvre également la bonne gestion du cash et la bonne gestion des capitaux employés. Vous voyez dans une revue sectorielle de nos filiales que la rentabilité, alors vous pouvez le voir rapidement à la page 123, mais également à la page 155, je crois, du DEU. Vous voyez que nos filiales ont des niveaux de rentabilité qui sont variables en fonction de leur histoire, de leur marché, de leurs clients. Et c'est pour ça que finalement, on ne cherche pas... c'est quel 153. On ne cherche pas forcément à faire l'acquisition de sociétés qui correspondraient en résultats opérationnels ou pourcentage de résultats opérationnels à la moyenne du groupe. On cherche à voir si l'état d'esprit des équipes dirigeantes et des équipes de la société correspond au nôtre, s'il y a des synergies à mettre en œuvre avec d'autres filiales du groupe. Et par expérience, les sociétés acquises qui intègrent le groupe améliorent leur niveau de rentabilité année après année avec un travail qui doit se faire sans précipitation et avec de la précision. C'est le cas d'ailleurs de la société Sodeco qui a réalisé en 2023 sa meilleure année en rentabilité
société que nous avons acquise en 2017. Et donc, vous voyez que ça prend un petit peu de temps, mais avec du travail, nous finissons par améliorer les choses, sans donner finalement d'objectifs moyens ou d'objectifs hauts aux filiales. On leur demande encore une fois de bien travailler, de surveiller leurs coûts, de surveiller leur prix d'achat, de surveiller leur stock, etc., de manière à pouvoir tirer les bénéfices de tout ça. Bien, eh bien écoutez, alors simplement pour quand même répondre plus précisément à votre question, quand on fait l'acquisition d'une société, nous donnons toujours, et ce n'est pas toutes les sociétés qui le font, d'une part le chiffre d'affaires, d'autre part le résultat opérationnel, le prix payé. Vous voyez, on a un niveau de transparence. Donc au moment de la conclusion du deal, avec la probabilité assez forte que ce deal soit conclu, vous aurez des éléments de rentabilité opérationnelle précis. Bien, eh bien écoutez, il est 19 h. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.